Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. C'est un appel à la résistance inédit. Le 11 mai dernier, un vent de fronde a soufflé dans les couloirs de l'Assemblée nationale française. À l'invitation de députés de gauche, linguistes, philosophes, poètes ont lancé la révolte pour sauver la langue française. Un mouvement progressiste les rassemble, disent-ils. Bonsoir Mathieu Varnier, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur, secrétaire général du collectif Courriel, collectif unitaire républicain pour la résistance, l'initiative et l'émancipation linguistique. En quoi, Mathieu Varnier, selon vous, la langue française est-elle aujourd'hui, en 2016, en grand danger ? Je pense que c'est un constat que tout le monde, tout un chacun peut faire dans son quotidien. L'anglais s'impose, un certain anglais plutôt d'ailleurs, car ce n'est pas la langue anglaise qui est visée, mais plutôt sa tentation hégémonique à travers l'anglais des affaires notamment, s'impose dans notre quotidien au travail, de plus en plus, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, j'espère, s'impose dans nos loisirs à travers des titres de films qui ne sont plus traduits, la VO qui est de plus en plus imposée, peut-être indépendamment de l'appétence du public pour ce type de loisirs, mais aussi, de manière peut-être un peu plus surprenante, des activités déjà anciennes, je ne sais pas, jouer avec un couteau dans la forêt ou plus simplement faire du funambulisme, qui sont renommés avec des termes anglo-saxons simplement parce que leur regain de mode, leur remise au goût du jour vient de la côte est des États-Unis. Les anglicismes donc, mais pourquoi justement vous l'abordiez ? Parce que ça fait plus branché, ça fait plus mode ? Alors, il y a effectivement, ce qui est intéressant aussi dans ce constat, c'est que l'anglais s'impose dans tous les domaines, mais chaque fois avec sa raison particulière. Effectivement, c'est à la fois très branché et en même temps très professionnel et très pragmatique. C'est à la fois la langue de la contestation et celle de nos élites. C'est à la fois la langue facile à apprendre et celle de la discrimination sociale, celle de la distinction qui va marquer l'accession aux études supérieures et qui va devenir finalement un sésame pour l'emploi, parfois à côté, à égalité, voire avant, comme condition, chez Renault, chez PSA par exemple, à l'embauche, quel que soit le type de fonction assumée, éventuellement technique par exemple. Qui sont les vecteurs, quels sont les vecteurs et les responsables du coup de cet état de fait ? Alors, il y a une véritable volonté politique, mais qui est effectivement davantage en France le relais d'une volonté plus large. Sur un plan historique, on peut citer par exemple Bloomberg, les accords de Bloomberg en 1976, ou la conférence que donna le British Council à Cambridge en 1961, et qui sont simplement des marques de la volonté des États-Unis et de leurs alliés d'imposer la langue anglaise en remplacement des autres langues et de leur vision du monde. Ça, c'est un peu le résumé de la conférence de Cambridge. Et l'imposition au maximum, l'ouverture au cinéma américain et donc à tout leur imaginaire, à tout le mode de vie américain, à tout... Hollywood, hein. Tout à fait. Donc cette imposition d'une certaine façon de concevoir les relations humaines, ça nous vient effectivement des accords de Bloomberg. Donc il y a une volonté politique qui est relayée en France. Quand on voit par exemple la loi Fioraso qui ouvre grand la porte à l'enseignement uniquement en anglais dans nos formations supérieures de prestige. On pense aussi à Sciences Po Reims par exemple qui donne ses cours uniquement en anglais. Sur leur fronton on voit le drapeau anglais, enfin le drapeau américain, le drapeau européen, le drapeau canadien. Ils ont juste oublié le nôtre. Le drapeau français. Vous appelez notamment à défendre le lien qu'est la langue française, non seulement en France, dites-vous, mais aussi en Belgique francophone, en Suisse romande, en Afrique francophone, en Haïti également et un peu partout dans le monde. Mais de quoi, selon vous, cette langue française est-elle le ciment ? Alors, pour être tout à fait clair, nous appelons à défendre toutes les langues du monde, à que chaque peuple défende sa propre langue, car les Allemands sont aussi attaqués que nous dans leur possibilité d'utiliser la langue allemande au quotidien dans tous leurs actes de loisirs personnels, privés et officiels. Les Espagnols sont également, et de manière assez paradoxale d'ailleurs, parce que c'est une langue en pleine expansion, attaqués par les anglicismes qui viennent remplacer leurs mots progressivement. Après, évidemment, la langue française, c'est une opportunité extraordinaire dans cet aspect international, une confraternité qui, bien au-delà des différences culturelles, nous amène un terreau commun, un peu comme elle a pu servir effectivement de liant à la République française au moment de sa création. On était encore entre des comtés, des duchés d'ancien régime. On avait, disons, ce morcellement quasiment ethnique et on a créé une nation à travers une volonté commune de vivre ensemble, à travers un projet politique, c'est la naissance de la République, mais à travers aussi cette langue qui progressivement s'est diffusée pour les porter, pour
rassemblés autour d'un imaginaire commun. Et c'est cet imaginaire, c'est-à-dire ces connotations dans les mots, cet historique des définitions, ces résonances qui forment finalement nos éléments de langage, nos mots d'ordre pour les manifestations, pour les luttes, qu'on nous fait perdre petit à petit et qui font courir un risque non seulement à la francophonie au sens large, effectivement, et cette confraternité qu'on peut avoir plus spontanément avec un Suisse, un Belge, une personne du Rwanda, Alors la plupart des francophones qui nous regardent passent beaucoup de temps au travail. Vous avez cité l'entreprise. En quoi est-elle un vecteur puissant en matière justement de coup porté, si l'on peut dire, à la langue française? C'est le meilleur outil d'homogénéisation. D'ailleurs, parce que c'est aussi en bout de chaîne, si vous voulez. Donc à partir de l'obligation pour le travail imposée par les multinationales de parler anglais, mais finalement vous avez les études supérieures qui vont suivre, puisque leur vocation de plus en plus utilitariste dans le discours politique est de préparer les futurs employés. Et puis si les études supérieures sont en anglais, vous allez nécessairement avoir besoin de faciliter l'accession aux études supérieures au plus grand nombre, et c'est une astuce quelque part pour angliciser le lycée puis le collège et remonter, comme le souhaitait notre ancien ministre de l'Éducation, jusqu'à la petite section de maternelle où on va pouvoir, dès le départ, avant même que le français soit vraiment stable dans ses jeunes mémoires, leur imposer l'anglais. Alors disons-le, c'est un débat qui revient très souvent dans l'actualité en France, mais pas seulement. C'est pas la première fois qu'on voit une telle initiative. D'ailleurs, vous-même, courriel et non pas email, vous l'avez fait exprès, bien entendu. Vous n'êtes pas né aujourd'hui, vous êtes né en 2009, mais avec l'initiative des députés de gauche que j'évoquais, vous voulez monter en puissance, mais vous employez tout de même des termes très forts. Résistance, c'est pas anodin quand même. C'est ça que nous pensons que ce qui se passe actuellement n'est pas anodin. On assiste notamment dans le monde du travail à une véritable dépossession. La langue française subit progressivement, à l'échelle individuelle, mais de manière tellement multipliée que ça en devient une échelle collective, des pertes de domaine. Il est très difficile maintenant, et quel que soit l'âge, ça peut être aussi des gens grisonnants qui ont fait toute leur carrière dans l'industrie et qui sont absolument incapables de faire une phrase en français sans utiliser des termes anglais dedans. Et je ne parle pas forcément des poncifs comme deadline, comme à la place d'échéance, et autres email à la place de courriel, par exemple. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que la plupart de ceux qui approuvent votre combat dénigrent souvent les médias de leurs responsabilités. Vous ne l'avez pas encore fait, on ne va pas s'en plaindre ici, nous, chaîne francophone, mais quel est votre regard sur la responsabilité des journalistes, des médias à ce sujet? Un exemple très simple, la conférence que vous citiez, qui a été un véritable succès par sa qualité et les interventions de nos différents orateurs, a été très très peu relayée. Et dès le lendemain, en revanche, beaucoup de médias faisaient leur une sur les nouveaux mots du français, où la Maison Larousse s'est permis de considérer des anglicismes pour renforcer ses ventes comme des termes bon teint. Est-ce qu'au fond, Mathieu Varnier, le danger n'est pas ailleurs et encore plus important? Hier, nous avons reçu ici même, il était à votre place, l'auteur de théâtre Valère Novarina. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous disait précisément sur la question de la langue et du langage. Heureusement, tous les médias ne sont pas comme ça, mais il y a quand même une tendance à la mécanisation du langage. Il me semble que la pensée détruit les mots. Qu'il faut que la pensée achève la respiration animale, et dans la respiration, il y a ce retournement, ce brûlement, cette combustion. Et il me semble que la parole fait figurer les mots, les détruit, passe au travers, et il faut tout le temps veiller à ne pas devenir idolâtre, et idolâtre des mots. La pensée tue le mot, dit Valère Novarina. Le danger n'est-il pas là aussi? Il va jusqu'à parler d'idolâtrie des mots. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais par contre, effectivement, on a beaucoup de termes qui deviennent des mots valises et qui remplacent toute cette subtilité, toute cette nuance qui nous permettait d'exprimer le monde. Par exemple, on ne fait plus un déjeuner sur l'herbe, c'est désuet. Tous ces sentiments fins qui pouvaient apparaître à l'occasion toutes ces façons de concevoir différentes nuances de plaisir sont maintenant remplacées par fun, qui est aussi bien pour l'expression la plus délurée d'une joie étudiante exubérante que un plaisir familial vécu avec les enfants. Vous avez coach, qui remplace un nombre incalculable de mots d'entraîneur, thérapeute, accompagnateur, et qui, du coup, vide notre pensée de toutes ces nuances précises. Un thérapeute a plutôt une vocation médicale, un entraîneur une vocation physique, etc., etc. Il y a des notions de...
C'est vraiment... Nuancé, ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'écorcher la langue, quelque part, c'est écorcher la pensée aussi, amener à moins de réflexion sur tel ou tel sujet dans tel ou tel Très clairement, domaine. je dirais même que ça masque sous un angle mort, quelque part, une différence qui, en nous frappant, nous aurait poussé à davantage de réflexion, voire à davantage de lutte. Si vous avez job, par exemple, un job, c'est aussi bien un laveur de carreaux qu'un président de la République. Un métier, par contre, on sait tout ce que c'est, et on sait tout ce que ça n'est pas. Un métier, ça suppose une qualification, une perspective, ça peut nous rendre fiers. Un job, pas nécessairement. Ouais. Et à travers ce type de substitution linguistique, finalement, on change aussi parfois simplement l'état d'esprit. Entre challenge et défi était peut-être davantage porteur d'audace, de ce panache un peu hérité des anciens temps. Challenge, c'est simplement la philosophie du benchmarking. Il faut survivre, il faut se comparer sans cesse, il faut se mesurer. Et cette philosophie, on ne la maîtrise pas, puisque justement, c'est un terme d'importation. Et en important le terme, on importe tout un état d'esprit qui va avec. Et c'est bien pour ça qu'il s'impose, notamment dans la nouvelle langue managériale. Alors concrètement, à Courriel, vous, que proposez-vous pour changer la donne, pour défendre cette langue française et vous le dites, pour lutter contre l'uniformisation linguistique? Alors, c'est un très vaste sujet. Il y a déjà des mesures simples. La loi Toubon, par exemple, est absolument bafouée. Par exemple, la loi son article qui spécifie qu'une publicité doit être traduite à l'équivalent en français aussi lisible. On se contente à présent d'un astérix en police 12 sur une affiche 3x3 en verticale. Et ça dédouane de l'application de cet article. La loi Toubon, votée en 1994, il y a 22 ans, pour protéger le patrimoine linguistique français. Que voulez-vous dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi, par exemple? Le titre d'un film, d'une émission? C'est-à-dire qu'effectivement, la loi avait été déjà relativement protectrice, quoiqu'elle ait été un petit peu attaquée aussi par le Conseil constitutionnel, et qu'on perd progressivement cette capacité à s'en servir. En 2006, il y a la loi Marigny-Legendre qui a été votée à l'unanimité au Sénat et qui n'est jamais passée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un escamotage complet. Et alors, pour citer un peu cette perte progressive dans la capacité juridique à faire valoir nos droits, à parler français en France, comme on aurait le droit de parler allemand en Allemagne. Il y a quelques années, Air France KLM avait été attaquée puisque les documents de maintenance des avions et les documents, alors j'ai oublié le nom technique, mais les documents, une sorte de cartes qui permettent aux pilotes de se repérer au sol sur un aéroport, étaient uniquement en anglais. Donc c'était les traductions sauvages, à la marge, au crayon, etc., chacun faisant la sienne. Sur la base de la loi Toubon, finalement, ils ont attaqué et les syndicats ont gagné. Et donc Air France a été condamné à traduire les manuels de maintenance. C'est assez important puisque finalement, entre to replace en anglais, vous ne savez pas si vous devez remplacer la place ou la replacer. Et pour une pièce de sécurité, ça peut avoir une influence tout à fait. Influence terrible. Eh bien, 2 semaines plus tard, juste comme ça, 2 semaines plus tard, 2 députés ont déposé une motion pour éliminer le transport aérien de la loi Toubon. Donc il y a vraiment une volonté politique de nous dessaisir progressivement de cette capacité d'action. Ça, c'était pour l'aspect législatif, mais si vous deviez donner une mesure concrète, urgente, quelle serait-elle? Même d'ailleurs pas forcément officielle, quoi, je veux dire, mais à ceux qui nous regardent, ce serait quoi? Bon, je pense qu'il y a déjà, et en fait c'est aussi l'état d'esprit du Courriel, c'est déjà à la population de s'en saisir. On peut attendre beaucoup des élites, et certaines associations sont très, très impliquées dans l'influençage, avec de bons résultats par ailleurs, mais c'est à chacun aussi déjà de s'approprier sa langue et de la véhiculer, de s'astreindre à une certaine rigueur, de ne pas dire deadline, mais échéance, etc., etc., de s'appliquer finalement à retranscrire le terme juste. Ce qui est difficile, puisque pour reprendre votre question sur les médias, le financement participatif, par exemple, n'était simplement qu'en didascalie, en sorte d'explication pour les premiers articles qui sont parus sur ce phénomène social, de crowdfunding. Et c'est bien un crowdfunding qui est systématiquement repris à présent dans la presse. Financement participatif, nous disons ici. Voilà, et je l'apprécie. Merci beaucoup, Mathieu Varnier, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci à vous.